Israël a franchi une ligne qu'il n'aurait jamais dû franchir, et comme dit le vieil adage, celui qui fait le mal l'oublie, celui qui le subit, jamais. Peut-être qu'en ce moment, Israël pense que c'est terminé, que le moment est passé, que la Russie va regarder ailleurs comme elle l'a toujours fait. Peut-être que Netanyahou pense qu'il peut continuer à frapper impunément, que Poutine va encore fermer les yeux, hausser les épaules et laisser passer. Mais Vladimir Poutine ne fonctionne pas comme ça. Et pour la première fois depuis le début de cette guerre, quelque chose a fondamentalement changé dans l'équation géopolitique mondiale. Les conséquences sont en train de se mettre en mouvement, lentement, silencieusement. Mais elles se mettent en mouvement. Voilà ce qu'on va analyser aujourd'hui. Pas ce que les médias occidentaux rapportent, ce qu'ils ne rapportent pas. Et la différence entre les deux est immense. Parce que si vous regardez les grandes chaînes françaises, les grands journaux, les plateaux télévisés, vous entendez parler du détroit d'Ormuz, du pétrole, des négociations, de Trump, de Kouchner. Mais il y a un développement majeur, peut-être le plus important de toute cette guerre, dont on ne parle presque pas. Et c'est ce qui s'est passé le 18 mars 2026 dans un port que la plupart des Français n'ont jamais entendu nommer, Bandar Anzali. Ce nom ne vous dit probablement rien, et c'est exactement le problème. Parce que ce qui s'est passé à Bandar Anzali le 18 mars 2026 pourrait bien être le tournant de cette guerre, le moment où tout a basculé, le moment où Israël a commis une erreur dont les conséquences vont se faire sentir pendant des années. Commençons par le contexte. Parce que pour comprendre pourquoi cette frappe est si extraordinaire, il faut d'abord comprendre ce qu'est vraiment la mer Caspienne et pourquoi elle est si importante. La mer Caspienne n'est pas une mer ordinaire. Techniquement, c'est le plus grand lac du monde. Un lac fermé, entouré uniquement par 5 pays. La Russie au nord, l'Iran au sud, l'Azerbaïdjan à l'ouest, le Kazakhstan au nord-est et le Turkménistan à l'est. Ce lac n'a aucune connexion avec les océans du monde. Aucune marine occidentale ne peut y entrer. Aucun navire de l'OTAN ne peut y opérer. C'est une zone qui, par définition géographique, est hors de portée des États-Unis et de leurs alliés. Et c'est précisément pour ça que depuis 2022, quand la Russie a envahi l'Ukraine et que les sanctions occidentales ont commencé à étrangler les deux économies, la Russie et l'Iran ont transformé cette mer fermée en leur autoroute secrète. Voilà comment ça fonctionnait concrètement. Les navires russes partaient du port d'Astrakhan, dans le delta de la Volga, au sud de la Russie. Ils traversaient la mer Caspienne vers le sud, environ 1000 km, et arrivaient dans les ports iraniens d'Anzali et d'Amirabad sur la côte nord de l'Iran. Pour éviter d'être détectés par les satellites occidentaux, les navires éteignaient régulièrement leur système de traçage AIS, le système GPS maritime que tous les navires sont censés utiliser. Dans la mer Caspienne, personne ne les regardait. C'était une zone aveugle pour les services de renseignement occidentaux. Et qu'est-ce qui transitait par cette route? Dans le sens Iran vers Russie, des drones Shahed iraniens par milliers, des missiles, des munitions, des obus d'artillerie. Selon le Wall Street Journal, rien qu'en 2023, l'Iran a transféré plus de 300 000 obus d'artillerie et 1 million de cartouches à la Russie via cette route. Ces armes ont ensuite été utilisées pour bombarder des villes ukrainiennes. Des civils ukrainiens sont morts à cause de munitions qui étaient passées par Bandar Anzali. Dans le sens Russie vers Iran, du blé, des céréales, des produits alimentaires dont l'Iran dépend pour nourrir sa population, ainsi que de la technologie militaire et des pièces détachées. Et depuis le début de la guerre en février 2026, la Russie a commencé à envoyer à l'Iran des versions améliorées des drones Shahed, des drones avec de meilleures communications, une meilleure navigation, un meilleur ciblage, pour que l'Iran puisse frapper plus précisément les bases américaines dans la région. Ce corridor était devenu l'une des artères logistiques les plus importantes de deux guerres simultanées, la guerre en Ukraine et la guerre en Iran. Et pendant tout ce temps, les États-Unis savaient. Ils avaient sanctionné 2 compagnies maritimes russes en 2024 pour avoir transporté des équipements liés aux drones via la Caspienne. Mais Washington avait choisi de ne pas frapper directement. Trop risqué, trop proche des intérêts russes. Trop susceptible de provoquer une escalade avec Moscou. Netanyahou a décidé de frapper quand même. Le 18 mars 2026, l'armée de l'air israélienne a lancé une série de frappes contre le port de Bandar Anzali. L'IDF a confirmé avoir détruit un corvette iranien, 4 vedettes lance-missiles, plusieurs navires auxiliaires, un poste de commandement, un chantier naval et des infrastructures portuaires. Selon des analystes d'images satellites, environ la moitié des navires de guerre iraniens dans la mer Caspienne ont été détruits ou endommagés en une seule nuit. C'était la première frappe militaire jamais effectuée dans la mer Caspienne.
Dans toute l'histoire de cette mer fermée, jamais aucune puissance extérieure n'avait osé y lancer une attaque militaire. Officiellement, Israël a présenté ça comme une frappe contre des installations navales iraniennes et une route de contrebande d'armes. Mais voici ce que les médias occidentaux n'ont presque pas expliqué. Israël ne voulait pas seulement détruire des navires iraniens. Le vrai objectif, selon un ancien commandant de la marine israélienne cité par le Wall Street Journal, était de couper la route de contrebande russo-iranienne et de montrer à l'Iran qu'il n'a pas de défense maritime dans la Caspienne. En d'autres mots, Israël voulait envoyer un message à la fois à Téhéran et à Moscou. Et ce message, Moscou l'a reçu très clairement. La réponse russe est arrivée 2 jours après la frappe. Et elle est venue dans un langage que la Russie réserve habituellement aux moments les plus graves. Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, a publié une déclaration officielle. Zakharova n'est pas une simple fonctionnaire, elle est exceptionnellement proche de Vladimir Poutine. Quand elle parle dans ce registre, c'est pratiquement comme si Poutine avait écrit les mots lui-même. Elle a déclaré que la frappe israélienne était irresponsable et imprudente. Elle a averti formellement que ce type d'action va élargir le conflit au-delà de ses frontières actuelles. Elle a affirmé que la Russie ne restera pas les bras croisés. Et surtout, elle a dit quelque chose d'extraordinaire. Elle a déclaré explicitement que ce conflit risque de s'étendre vers les États de la mer Caspienne. Tous les États de la mer Caspienne. Posons-nous sur cette phrase et mesurons son poids réel. Les États de la mer Caspienne, ça veut dire la Russie elle-même. Ça veut dire l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Turkménistan. Des nations qui n'ont rien à voir avec la guerre entre Israël et l'Iran. Des nations qui jusqu'ici regardaient ce conflit de loin en espérant ne jamais y être impliquées. Et Zakharova vient de dire officiellement « Continuez sur cette voie et vous allez les entraîner tous dans ce conflit ». Pour comprendre à quel point c'est grave, il faut comprendre qui sont ces pays et ce qu'ils représentent pour l'économie mondiale. Commençons par l'Azerbaïdjan. C'est un pays stratégique extraordinaire. Il possède d'immenses gisements pétroliers et gaziers offshore dans la mer Caspienne, exploités depuis des décennies par des consortiums occidentaux, dont BP. Ces gisements alimentent le corridor gazier du Sud, un pipeline de 35 milliards de dollars qui transporte du gaz azerbaïdjanais vers la Turquie et l'Europe du Sud. Si les tensions s'étendent à la Caspienne et que l'Azerbaïdjan se retrouve pris dans le conflit, c'est l'approvisionnement en gaz de plusieurs pays européens qui est directement menacé. L'Azerbaïdjan se retrouve dans une position impossible. D'un côté, c'est le plus grand fournisseur de pétrole d'Israël, une relation stratégique et militaire profonde. De l'autre, l'Iran est son voisin immédiat, et Moscou est sa puissance tutélaire historique. Et maintenant, l'Iran exige que Bakou prenne une position ferme contre les frappes israéliennes. Le Kazakhstan, lui, est le deuxième plus grand producteur de pétrole de l'ex-Union soviétique. Une grande partie de ses exportations pétrolières vers l'Europe passe par des routes qui longent la Caspienne. Si cette zone devient un théâtre de conflit, c'est encore une artère énergétique européenne qui est en danger. Voilà pourquoi l'avertissement de Zakharova n'est pas un simple geste diplomatique. C'est une description très précise des dommages collatéraux que la frappe israélienne pourrait provoquer. Maintenant parlons de quelque chose de fondamental que les médias ne discutent presque jamais, la relation entre la Russie et Israël. Parce que cette relation est beaucoup plus complexe et bizarre que ce que la plupart des gens imaginent. Netanyahou et Poutine se parlent régulièrement. Ils ont maintenu des lignes de communication ouvertes tout au long de la guerre en Ukraine, tout au long de la guerre en Syrie, et depuis le début de cette guerre en Iran. Pendant des années, Israël a bombardé des positions en Syrie, des positions où des soldats et du matériel russe étaient notés présents, sans que la Russie ne ferme l'espace aérien syrien aux avions israéliens, sans que la Russie n'intervienne, sans que Moscou ne réagisse vraiment. Pourquoi ? Parce que les deux pays avaient un intérêt partagé à maintenir une certaine stabilité en Syrie, et parce qu'Israël avait eu l'intelligence de ne jamais frapper directement des actifs russes. Jusqu'au 18 mars 2026. Avec la frappe sur Anzali, Israël a changé la nature fondamentale de sa relation avec Moscou. Pour la première fois, il a touché quelque chose que la Russie considère comme sien, un corridor qu'elle a construit, des intérêts économiques qu'elle a investis, une zone géographique qu'elle considère comme son domaine réservé. Et voici ce que révèle ce changement sur l'état actuel de la stratégie israélienne. Il y a quelques semaines, il est apparu qu'Israël avait refusé de donner des informations préalables aux États-Unis sur cette frappe dans la Caspienne. Washington ne savait pas. Washington n'a pas participé. Ce n'est pas anodin. Ça veut dire que même à l'intérieur de l'alliance israélo-américaine, des tensions existent sur jusqu'où aller avec la Russie.
Les États-Unis avaient soigneusement évité de toucher ce corridor depuis des années, et Netanyahou a décidé de le faire unilatéralement, sans consulter Washington. C'est une décision qui révèle un état d'esprit particulier à Jérusalem en ce moment, une volonté de franchir toutes les lignes rouges, même celles que leur principal allié avait choisi de respecter. Maintenant, parlons du traité de défense mutuelle, parce que c'est le cœur de toute cette analyse. Il y a environ 2 ans, la Russie a proposé à l'Iran un traité de défense mutuelle, un accord similaire à celui que Moscou a signé avec la Corée du Nord. Un accord qui établit très clairement que si l'un des signataires est attaqué, l'autre est obligé d'intervenir militairement. Une sorte d'article 5 de l'OTAN entre eux. Sous ce cadre, la Corée du Nord opère déjà sous le parapluie nucléaire russe. C'est pour ça que Kim Jong-un a célébré la signature de cet accord avec une telle exubérance. Parce que ça signifiait que l'isolement international de son pays avait été formellement brisé. Aucune puissance au monde ne peut maintenant attaquer la Corée du Nord sans risquer de déclencher une réponse russe. Ce même niveau de protection a été proposé à l'Iran, et l'Iran a dit non. La faction iranienne qui croyait encore à la possibilité d'un accord avec l'Occident, qui pensait qu'une négociation sur le nucléaire était possible, qui ne voulait pas être complètement absorbée dans la sphère russe, cette faction a préféré garder ses distances avec Moscou, ne pas devoir au Kremlin une dette de cette nature. Israël le savait. Et c'est précisément pour ça qu'il pouvait frapper des installations iraniennes sans déclencher automatiquement une réponse militaire russe. Il n'existe pas d'obligation légale pour la Russie de défendre l'Iran, pas de traité, pas d'engagement formel. Mais voici la conséquence logique de la frappe sur Anzali. L'Iran regarde maintenant ce qui lui est arrivé. Il a refusé la protection russe. Il a essayé de maintenir une certaine indépendance. Et le résultat, c'est qu'il se retrouve bombardé de toutes parts, son économie dévastée, son armée largement détruite, sans aucun allié formel obligé de le défendre. Quelle conclusion un gouvernement rationnel va-t-il tirer de cette situation? Qu'il aurait dû accepter l'alliance russe quand elle lui a été proposée. Et c'est exactement ce que la frappe sur Anzali va accélérer. En touchant le corridor russo-iranien, en provoquant directement la Russie, Israël a paradoxalement créé les conditions pour que l'Iran et la Russie se rapprochent encore davantage, pour que Téhéran revienne à Moscou et accepte ce traité qu'il avait refusé. Parce que maintenant l'Iran sait, sans protection formelle, il est seul face à la puissance militaire israélo-américaine. Et cette solitude est insupportable. Maintenant, regardons concrètement les options de réponse que la Russie a à sa disposition. Parce que contrairement à ce que certains pensent, la Russie n'a pas besoin d'entrer directement dans la guerre pour faire payer à Israël le prix de cette frappe. Première option, fermer l'espace aérien syrien aux avions israéliens. Depuis des années, Israël bombarde régulièrement des positions en Syrie, des dépôts d'armes du Hezbollah, des convois de transfert d'armes, des infrastructures militaires iraniennes en territoire syrien. Et la Russie, qui contrôle militairement une grande partie de l'espace aérien syrien, a toujours laissé passer les avions israéliens. Elle leur a accordé cette liberté de manœuvre. Cette liberté peut s'arrêter du jour au lendemain. Si la Russie ferme l'espace aérien syrien aux F-16 et aux F-35 israéliens, les opérations d'Israël en Syrie deviennent beaucoup plus difficiles, beaucoup plus risquées, peut-être impossibles. Deuxième option, livrer des systèmes anti-aériens avancés au Liban. Le Hezbollah au Liban dispose actuellement d'arsenaux considérables de roquettes et de missiles, mais ses capacités anti-aériennes sont limitées. Si la Russie décidait de livrer des systèmes S-300 ou des équivalents au Hezbollah, le nord d'Israël deviendrait pratiquement inopérable. Les avions israéliens ne pourraient plus opérer librement au-dessus du Liban, et les capacités offensives d'Israël sur ce front seraient sévèrement limitées. Troisième option, intensifier les transferts de technologies militaires vers l'Iran. La Russie envoie déjà à l'Iran des drones améliorés, des images satellites, des technologies de ciblage. Elle peut intensifier ces transferts. Elle peut fournir à l'Iran des systèmes plus avancés, plus précis, plus dévastateurs. Sans tirer un seul missile depuis le territoire russe, Moscou peut significativement augmenter la capacité de nuisance de l'Iran contre les bases américaines dans la région. Quatrième option, accélérer la construction du corridor nord-sud alternatif. La Russie et l'Iran travaillent depuis des années sur un corridor commercial nord-sud qui connecterait la mer Baltique à l'océan Indien en passant par la Russie, l'Azerbaïdjan ou le Kazakhstan et l'Iran. Si Anzali est temporairement neutralisé, la Russie peut accélérer le développement de ports alternatifs dans la Caspienne, à Amirabad, à Novchar et réorienter le trafic. La frappe ne coupe pas le corridor, elle le déplace. Voilà les 4 options principales. Aucune ne nécessite un missile lancé depuis le territoire russe. Toutes sont parfaitement plausibles.
et toutes font payer à Israël et indirectement aux États-Unis le prix de la frappe sur Anzali. Maintenant, prenons encore plus de recul et regardons ce que cette frappe nous dit sur l'état global d'Israël dans cette guerre. Ce n'est pas un acte de force, c'est un acte de désespération. Le mythe de l'armée israélienne invincible s'est fracturé à Gaza, au Liban, en mer Rouge. Gaza est devenu un vrai bourbier où les pertes israéliennes continuent de s'accumuler. L'économie israélienne est en déclin accéléré. Le dôme de fer n'est plus présenté comme infaillible après que des missiles iraniens ont pénétré les défenses. Le Hezbollah au Liban a démontré que le nord d'Israël est profondément vulnérable. Et les Houthis au Yémen ont effectivement fermé la mer Rouge aux intérêts israéliens. Regardez ce tableau d'ensemble. Le détroit d'Ormuz est bloqué ou partiellement fermé. La mer Rouge est hostile aux navires israéliens et américains. Et maintenant, la mer Caspienne est devenue un théâtre de conflits. Israël a méthodiquement généré des tensions dans chaque corridor maritime stratégique du monde. Et en faisant ça, il s'est construit un cercle de problèmes dont il devient de plus en plus difficile de sortir. Et le prix de ces actions n'est pas payé par Israël seul, il est payé par tous les pays du Golfe Persique. Il est payé par l'Europe entière, qui dépend du transit énergétique de toute cette région. Il est payé par des populations entières qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent prises dans l'escalade. La question que tout le monde devrait se poser est celle-ci. Est-ce qu'Israël a un plan de sortie ? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière toutes ces frappes qui mènent vers quelque chose de précis ? Ou est-ce qu'on assiste à une escalade sans fin, où chaque frappe rend la suivante inévitable et où personne ne sait vraiment comment arrêter la machine ? Parce que voilà ce que l'histoire des grandes guerres nous enseigne.